Salut les amis. Bon alors, le camping-car, c'est un rêve éveillé ou un cauchemar qui devient réalité? Aujourd'hui, on va essayer de lancer un petit peu ce sujet et de faire une liste non exhaustive de tous les avantages et des inconvénients de ce genre de mode de vie en camping-car ou en fourgon aménagé, nomade ou sédentaire. Et voilà, on va essayer de débattre un petit peu tous ensemble de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et beaucoup d'autres qui ont beaucoup de réponses. Mais bon voilà, avant tout je vais déjà vous montrer le spot où je suis garé aujourd'hui. C'est un petit paradis. Bon, j'y suis depuis avant-hier soir. Je vais vous montrer ça et puis après on va lancer ce débat et puis essayer de discuter un petit peu de ce sujet qui intéresse plein de monde. Bon, alors l'orage est en train d'arriver. Commence à pleuvoir. Moi je suis garé là, encore une fois en bord de route. Mais ce que je fais dans ces cas-là, généralement, j'essaie de me trouver un virage où je puisse mettre le cul du camion qui se déporte par rapport à la route. Comme ça, les voitures qui passent ne me dérangent pas. Puis je peux vous dire qu'avec le bruit de la cascade en bas, de toute façon, j'entends rien. Et la nuit, de toute façon, il n'y a personne qui passe sur cette route. Donc je dors super bien, il n'y a aucun problème. Au moins, je ne dérange pas. Je suis garé au bord de la route, j'ai tout à fait le droit d'être là et ça pose aucun problème. Donc voilà où je suis garé. Juste en dessous, j'ai plein de petites cascades avec plein de petits bassins. J'ai juste à faire 10 mètres pour aller me mettre à l'eau. Tout à l'heure, je vais aller remplir un petit peu mes cuves d'eau. Je vais descendre avec des bouteilles de 8 litres et récolter un petit peu de l'eau de la rivière. Parce que comme aujourd'hui il fait moche, il n'y a personne, je suis tout seul. Et l'eau de la rivière est très propre. Quand il y a du monde la journée, il remue la vase, la terre, etc. Mais là, l'eau, elle est transparente, cristalline, donc je vais aller pouvoir charger un petit peu. Et mettre tout ça dans les cuves du camion, parce que quand l'eau, elle est trop sale, faut éviter, sinon on finit par boucher le filtre de la pompe à eau. Et on se retrouve soit avec une pompe à eau qui crame, soit avec la pompe à eau qui est bouchée. Après on est bon pour tout démonter, vidanger le filtre ou même changer de pompe. Donc on va éviter. Et là je vais en profiter. Ça va me prendre un moment, ça va faire quelques allers-retours. J'ai 2 bouteilles de 8 litres, donc par coup de 16 litres, j'ai 200 litres d'eau. Bon, après il me reste pas mal d'eau encore. Je vais juste me remonter 60-70 litres et je serai encore tranquille pour un petit moment. C'est dommage que je puisse pas filmer un petit peu plus bas. Il y a des énormes rochers dans l'île de la Rivière. Ce spot, il est connu pour ça. En fait, le truc ici, c'est que tu montes, tu descends la rivière et tu te fais ta balade dans l'eau, dans les cailloux. Il y a plein de petits passages, de petites cascades. Tu sautes dans les bassins. C'est vraiment un spot merveilleux. Juste au-dessus, à ces espèces de falaises qui sont vraiment très belles. C'est vraiment chouette, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de soleil. C'est vraiment un coin magique. Ça va faire 3 semaines que je suis dans ces gorges et franchement, je ne me lasse pas. Ça fait 3 semaines aussi que je n'ai pas parlé à un humain, un vrai humain, pas sur internet. Ça fait un bien fou. Franchement, j'adore ça. Être tout seul en permanence, c'est vraiment mon truc. Ça me permet d'être concentré sur la guitare et d'être tranquille, sans interférence. C'est vraiment top. Enfin voilà, bon allez, on va essayer de lancer ce petit débat. Mais je crois qu'avant, je vais aller charger mon eau avant que ça tombe, parce qu'on dirait bien que ça va tomber, j'entends l'orage. Bon allez, à tout de suite. Bon, vous avez vu, sympa le spot, c'est plutôt cool. Ça vient compenser toutes les autres difficultés. Faut pas croire, la vie en camping-car, c'est pas une vie de rêve, une vie de facilité comme certains peuvent le penser, quoi. Alors bon, cette vidéo, elle aidera peut-être certains à se faire une idée plus précise. Après, dans tous les cas, de toute façon, rien ne vaut une bonne expérience réelle plutôt que des mots et
et d'essayer de se préparer en regardant des tutos sur internet, hein. Il y a tout aussi bien des gens pour qui c'est le rêve depuis toujours. Ils vont commencer à vivre en camion, en camping-car et ça va très mal se passer. Il y en a d'autres qui ont beaucoup d'appréhension et en fait quand ils vont faire le saut, tout va être fluide et tout va se dérouler à merveille. Il n'y a vraiment pas de généralité, hein. Il y en a certains qui vont se préparer énormément, regarder beaucoup de tutoriels, etc., qui vont penser être prêts. Au final, quand ils vont passer le cap, ils se rendront compte que c'est pas pour eux non plus. D'autres qui vont tout simplement suivre leur rêve, qui vont sauter le cap sans prendre aucune information et puis voir sur le tas comment ça se passe et pour qui ça va très bien se passer et vice versa. Il y a vraiment pas de, on peut pas généraliser, hein. Chacun doit se faire son expérience. Après, ça n'empêche pas un petit peu de parler de ce sujet-là parce que effectivement, la vie en camion, c'est pas si simple. Il y a des aspects qui sont très simples, d'autres qui sont très compliqués. Et aussi, il y a une chose qu'il faut pas oublier. Quand on est d'un côté du miroir, on a souvent à regarder le côté opposé avec envie. Euh, Il y a beaucoup de gens qui vivent en camion, en camping-car depuis des années, depuis très longtemps, qui commencent à rêver de vivre dans une maison. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans une maison et qui commencent à rêver de leur liberté et puis d'avoir une maison à roulettes. C'est souvent comme ça en fait, hein. On finit souvent par regarder l'opposé avec envie et on a tendance à oublier la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a en fait. Moi, ça m'est arrivé très souvent à Ibiza, hein, d'avoir des copines avec des belles baraques, des grosses maisons Ibisenco en pierre, avec la Sabina, le bois de Lille, un bois brut magnifique. Ils font des maisons de campagne là-bas, des maisons de paysans de l'époque qui ont été retapées, qui sont magnifiques. Alors c'est sûr, hein, quand j'arrivais chez elle au début, j'étais content de pouvoir rester 10 minutes sous une douche bien chaude, le confort d'une grande chambre, d'un grand lit, d'une grande cuisine, un feu de cheminée, etc. C'était génial, hein. J'adorais. Par contre, très rapidement, au bout d'un jour ou deux, j'avais qu'une envie, c'était de regagner mon petit camping-car et de retrouver ma liberté. Moi, souvent dans une maison, je me sens enfermé, trop coupé du monde extérieur, même si là, c'était des maisons de campagne avec des jardins en pleine nature, etc. Je me sentais vachement isolé du monde. Et pour moi, ça, c'est un des avantages du camion, du camping-car, c'est qu'on est vraiment exposé. On a l'impression de faire partie de la nature, faire partie du monde. Et on est exposé. Alors c'est un avantage et un désavantage, hein. Ça veut dire que le matin, à 7h du mat, je peux entendre toc 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 à ma porte et c'est les flics qui viennent taper parce que j'ai pas le droit d'être garé là, ou parce que si, ou parce que ça. On est exposé, il faut pas l'oublier. Et ça a un côté, ça peut être super stressant d'être totalement exposé au monde extérieur à ce point-là. C'est pas comme une maison où tu as des murs autour, tu as un jardin autour, tu es dans ton cocon protégé de ta maison. Le camping-car, c'est pas pareil. Tu restes en pleine exposition en permanence, à la vue de tout le monde, accessible à tout le monde. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Vraiment, il y a plein de gens qui ne le supportent pas et au bout d'un moment, ils rêvent qu'une seule chose, c'est de rentrer dans leur maison, dans leur appartement et de plus avoir cette petite pression au-dessus de la tête et ce risque, quoi. Parce que franchement, c'est jamais très marrant de se réveiller avec les flics à 8h du matin, quoi. Et ils viennent toujours le matin, systématiquement. Souvent, tu sors de ton lit, t'es en caleçon, devant, t'as deux mecs en uniforme avec un talkie-walkie qui te demandent tes papiers, les numéros du camion, assurance, etc. Et quand ils viennent, généralement, c'est pas pour te faire des bisous, quoi. C'est très, très généralement pour essayer de te mettre une amende. De toute façon, on l'a bien compris à travers les années, hein. Généralement, quand ils viennent nous voir, c'est pour nous prendre notre argent. C'est pas pour notre sécurité, c'est pas pour nous protéger. Après, chacun pense ce qu'il pense, quoi. Moi, depuis que je suis tout jeune, à chaque fois que j'ai eu affaire à eux, généralement, c'était pour me prendre mon fric et pour mettre des amendes. Et quand j'ai eu besoin d'eux, il n'y avait jamais personne, hein. Même l'autre jour, hein, avant de partir de Chalon-sur-Saône, incroyable. En pleine nuit, j'étais sur un parking. Je vois un mec tout bizarre débarquer avec une trottinette à 1h du matin, se mettre à côté d'une voiture, sortir son portable, poser la trottinette se pète la gueule. Il a passé 10 minutes à côté de la bagnole sur son téléphone. Au bout d'un moment, paf, la bagnole, elle s'ouvre. Le mec il rentre, la voiture c'était une espèce de Tesla, une voiture électrique où tout se fait sur le téléphone. Putain, je me suis dit, il est en train de voler la voiture, le mec, quoi. Il est rentré dans la bagnole, il a commencé à faire pareil, je sais pas ce qu'il foutait là-dedans, quoi. Et moi j'étais là, mais attends, je fais quoi, quoi. Allez, j'aimerais bien, moi si j'étais dans la même situation, j'aimerais bien qu'on appelle les flics quand même, quoi. Ça serait quand même bien, quoi. Donc j'ai appelé la police. Donc déjà, une espèce de répondeur, tu tombes pas tout de suite sur eux, t'es obligé d'attendre pratiquement 10 minutes avant qu'ils répondent.
Pour au final, je tombe sur quelqu'un qui dit ah oui, non, maintenant les voitures électriques elles s'ouvrent comme ça avec le téléphone, etc. Bon ben, on envoie une patrouille. J'ai attendu 2 heures, ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus, quoi. Le mec, il est resté dans la bagnole pendant plus de 3/4 d'heure, presque 1 heure, quoi. Il n'est pas arrivé à démarrer au final et il est reparti. La police n'est jamais venue. Super, quoi. Dans une petite ville comme Chalon-sur-Saône, à 1 heure du matin, un jour où il n'y avait aucun mouvement, personne dehors, je sais pas ce qu'ils avaient de mieux à faire, mais enfin bref. C'est pas du tout le débat que je voulais amener, mais c'est le genre de trucs aussi qui peuvent arriver en camping-car. On voit souvent des mecs chelous passer à côté du camion en pleine nuit. Il y a souvent des actions un peu bizarres. Des fois, on se retrouve dans le camion. Moi, je me suis retrouvé plus d'une fois à fermer les fenêtres, à éteindre les lumières pour que les mecs bizarres qui passent à côté, ils se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un dans le camion pour éviter les problèmes, quoi. Et des fois, on peut avoir des situations stressantes ou flippantes, carrément, quoi. Faut bien être conscient de ça. On est exposé en permanence en camping-car, au monde extérieur, aux gens qui passent. Et ça peut être un stress, c'est vraiment pas pour tout le monde. Souvent, les femmes seules ont un petit peu de mal avec ça parce que pour une femme seule, c'est encore pire. Forcément, c'est encore plus stressant. Moi, cet hiver, pareil, au milieu de la nuit, je jouais de la guitare, paf, ça taque à la porte à 1 heure du matin. Je regarde par la fenêtre, je vois un mec, mais tout bizarre, avec une tête qui faisait franchement peur. C'est bon, j'ouvre la porte, salut, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Il voulait une couverture, il faisait super froid, quoi. Bon, par chance, j'avais une couverture qui était dans le camion, qui était là quand j'ai acheté le camion. Je me suis jamais servi, donc je lui ai donné, et puis il était tout content. Il est reparti 20 secondes après avec sa couverture, et je lui ai sauvé la vie, je pense, parce qu'il faisait -5. Et s'il avait dormi sans couverture, le pauvre, il aurait passé un sale quart d'heure. Mais oui, voilà, ça arrive très très souvent, particulièrement quand on est en ville. En campagne, généralement, c'est pas le cas. On est très très tranquille à la montagne. Dès qu'on est sur des spots touristiques, il faut faire attention. Le côté sécurité en camion, il faut faire super gaffe. Dès qu'on aborde les grandes villes, particulièrement en Espagne, Barcelone, Madrid, tous ces endroits-là, il faut même pas y passer en camion, surtout pas. Si vous laissez votre véhicule, vous avez 99% de chances de vous faire braquer. En France, ça arrive très souvent aussi. Dans mon village à Chalon-sur-Saône, là où je laisse garer mon camion, c'était passé dans le journal. Il y a 2 nanas qui se sont fait voler leur petit Hummer qu'elles venaient de s'acheter après des années à économiser. Donc toujours faire très attention avec le camping-car. Moi j'ai des coupes batterie, des espèces de clés. Quand tu les enlèves, tu peux plus démarrer. Ça coupe le réseau électrique de la batterie. En plus de ça, je mets toujours des barres sur le volant. Vous savez, les barres jaunes là, qu'il y a en auto, etc. Pour que s'ils rentrent, il faut qu'ils enlèvent la barre. Faut qu'ils se débrouillent pour connecter les batteries. Le volant il se clip, si on le tourne un petit peu, il se met en sécurité aussi. Il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on peut faire parce que faut pas oublier que le camping-car c'est souvent une proie de choix pour les voleurs. Ils savent que dedans il y a souvent du matériel, il y a souvent des ordinateurs, il y a souvent, quand tu vis en camion, en camping-car ou même quand tu es juste en voyage, c'est pour ça aussi que tu te déplaces comme ça, c'est pour avoir un petit peu ton matériel avec toi et puis une partie de ta vie. Donc faire très attention à ça. De toute façon, quelqu'un qui veut rentrer dans un camping-car, il rentre. Moi, si je veux rentrer dans le mien, c'est pas compliqué, ne serait-ce que par les fenêtres. C'est très très simple. Vous voyez, ces trucs-là, ça se démonte. Mais même de l'extérieur, on a accès à un cache en plastique. Tout, il y a des vis dedans. Après, la fenêtre, elle saute. En moins de 5 minutes, tu es rentré dans ton camion, quoi. Et puis, de toute façon, quand ils veulent rentrer, ils cassent une fenêtre du porteur à l'avant. De l'avant du véhicule et puis ils rentrent tout simplement, quoi. C'est très très dur de sécuriser un camping-car. Il y en a qui se mettent des alarmes, qui se mettent des verrous supplémentaires sur les portes, etc. Mais en réalité, quand ils veulent vraiment rentrer, croyez-moi, ils rentrent, quoi. Il y a aussi toutes ces histoires de gens qui se font gazer la nuit quand ils dorment dans le camping-car. Ça arrive souvent sur les aires d'autoroute apparemment. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a plein de gens qui se retrouvent à être gazés. Après, les mecs rentrent dans le camping-car, tout simplement. Pendant que tu dors, tu te réveilles pas, ils prennent tout et tu te réveilles le lendemain matin, tu t'es fait braquer, surprise. Donc voilà, il faut bien penser à tout ce côté-là quand on vit en camping-car. On est vraiment exposé en permanence et c'est loin d'être aussi safe, d'être aussi sécurisé qu'une maison ou qu'un appartement. Il faut bien être conscient de ça. À tout moment, tu peux avoir quelqu'un qui rentre dans ton véhicule. Donc pour moi, la règle du jeu, elle est simple. Tant que je connais pas l'endroit, je m'écarte jamais trop de mon camion. Un bon endroit, un bon exemple, quand je suis arrivé à Ibiza, je suis allé me mettre en haut d'une petite montagne juste au-dessus de la mer. Il y avait personne et j'ai vu qu'au sol, il y avait du verre brisé.
Je regarde sur Parfortnite, pas d'évaluation de vol, pas de commentaires de gens qui se sont fait braquer. Je me suis dit, bon, bah, la première journée, j'ai tout fermé. Je sentais une énergie un peu étrange. Et puis donc je me suis méfié. Je fais ça des fois, quoi. Je ferme, je m'écarte de quelques centaines de mètres, à un endroit où on ne me voit pas, et je reste là un petit moment. Et je regarde, j'observe ce qui se passe, voir s'il y a des gens bizarres qui se rapprochent du camion, etc., etc. Quand t'es pas sûr, il vaut mieux faire attention. Mais bon, d'une manière générale, moi, je préfère toujours rester proche de mon véhicule. Si je peux l'avoir à la vue, tant mieux. Quand je le laisse tout seul isolé, c'est vraiment que je sais que l'endroit est sûr. L'endroit où je restais tout le temps sur ma falaise à Ibiza, c'est extrêmement sûr, hein. Moi, je descendais à la plage toute la journée, on venait le soir. Il y a même des amis qui, eux, laissaient leur fourgon avec les portes ouvertes, etc. Ça craignait absolument rien. Donc, quand c'est comme ça, tu le sais. Et sinon, la règle de base, c'est vraiment de faire attention en permanence, d'être vigilant. Et pas oublier que, ben, voilà, pour un voleur, c'est une proie, c'est un mets de choix, un camping-car. Souvent des espèces dedans, des téléphones, ordinateurs, plein de fringues, etc., etc. On en passe, c'est des meilleurs. Voilà, après, hormis, pour moi, ça c'est vraiment l'aspect peut-être le plus rude en camping-car. C'est vraiment d'être exposé au monde extérieur et à moins d'être vraiment caché dans une forêt ou en haut d'une montagne, dans des endroits où il n'y a personne qui passe et où tu sens que tu es tranquille. Mais sinon, il faut vraiment être conscient de ça, tu es toujours au milieu des gens. En fin de compte, tu te réveilles avec des gens qui passent à côté, tu sors de ton lit, tu sors de ton camion, il y a des gens qui passent, etc. Enfin, t'es jamais vraiment très très serein, en réalité. Mais bon, c'est le jeu, hein. Alors après, bon, bah, il y a tous les inconvénients ou avantages matériels. Moi, je vois ça vraiment comme un avantage d'avoir peu de matériel, d'avoir peu de volume, peu d'espace. Ça me simplifie la vie, vraiment. Moins j'ai le matériel, mieux je me porte. Du moment que j'ai ma guitare, mon PC, un frigo, une pompe à eau, des lumières et de quoi charger tout ça, quelques fringues, j'ai pas besoin de plus pour être heureux. Et je me rends compte que les gens qui en ont le plus, souvent, bah, ça génère des préoccupations, hein. Quand tu gères une maison qui vaut des millions, des business, etc., etc., forcément, ça t'encombre l'esprit. Donc, il y a cette légèreté de vivre qui naît de ce style-là, qui est un style assez dénudé, assez humble, même très humble, très simple. C'est un petit peu comme à l'époque quand on voyageait en roulotte, en fin de compte, avec un cheval. Bah, là, c'est pareil, on n'a pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de matériel, on se contente de peu. Et cette simplicité, ça permet de se recentrer sur soi-même, sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a envie de créer, même sur les autres. Moi, je suis très content quand je croise des gens, hein. Aujourd'hui, ça va faire presque 3 semaines que j'ai pas parlé à un humain. Ça me dérange absolument pas, j'adore ça, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais je sais qu'il y a des gens sur qui ça pèse. L'isolement en camping-car, c'est un facteur à prendre en compte aussi. Euh, Souvent, même quand il y a des autres camping-cars, on se parle pas, ils viennent pas te parler, les gens ne font que passer, etc. Faut pas croire qu'il y a une grosse entraide. Les gens, ça me fait toujours marrer parce que quand on se croise en camping-car, les gens se font coucou, moi je fais pas coucou, hein. Faut pas oublier que souvent quand tu es sur un parking, il y a d'autres camping-cars, on ne se parle pas, les gens viennent, la plupart des gens ils restent dans leur bulle, ils sont pas communicatifs, etc. Alors, par contre, quand ils sont sur la route, tout le monde te fait coucou, tout le monde, c'est n'importe quoi, quoi. En plus, moi, quand je conduis, je tiens mon volant, je fais gaffe à la route, j'ai pas le temps de faire coucou à chaque fois que je croise un camping-car, et c'est toutes les 2 minutes que t'en croises un, c'est super dangereux. Donc, donc voilà, l'isolement, pas oublier ça, faut être tolérant, résilient à la solitude, quoi, faut être prêt à ça. Et puis, essayer de s'habituer à aller parler aux gens. Quand tu as envie de parler avec quelqu'un, pas attendre forcément que les gens viennent te parler. Les gens sont tous un petit peu seuls dans leur camping-car, donc généralement ça fait plaisir quand tu vas taper à la porte, demander un truc, parler 5 minutes. Il y a plein de gens qui le font aussi, hein. Moi ça arrive très souvent, puis surtout avec le camion que j'ai, qui est un peu vintage, un vieux Mercedes, qui a l'air d'être neuf, etc. Il y a plein de gens qui viennent me parler, ne serait-ce que pour le camion. Donc généralement j'ai pas trop besoin d'aller au-devant des gens. Mais bon, si besoin, je le fais, hein. Si tu te sens isolé, faut aller parler avec les autres. Tu t'arrêtes, tu vas boire un coup quelque part, tu vas au resto. Il y a plein de manières de couper cet isolement, mais je pense qu'il vaut mieux être isolé dans un camping-car plutôt que d'être dans une ville bruyante avec des millions, des milliers de personnes qui se parlent pas, qui baissent la tête, qui disent pas bonjour, qui sont là tous ensemble, mais en fin de compte, qui subissent le fait d'être tous ensemble. C'est
C'est l'ironie du truc, quoi. C'est que les gens, ils viennent vivre en ville pour la ville, quoi, pour l'énergie de la ville, la créativité, tous ces gens, tous ces projets, toutes ces choses à faire, etc. Puis au bout d'un moment, ça les insupporte parce qu'il y a trop de monde et puis qu'il y a une ambiance de merde, quoi. Au moins, en camping-car, t'es tranquille, mais c'est un petit peu l'inverse, quoi. Quand tu veux de la vie sociale, il faut aller la chercher et tu choisis. T'es pas dépendant comme en ville. En ville, t'as pas le choix. Il y a du monde partout, tout le temps, du bruit, etc. En camping-car, c'est ça qui est cool, quoi. Tu peux choisir quand tu as envie d'avoir des interactions avec les autres, quoi. Bon, après, les sujets, c'est nombreux, hein. De point de vue matériel, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Tu peux pas te déplacer dans ton camping-car. Moi, le mien, il est assez grand, hein. Tu vois, j'ai la chambre qui est là-bas tout au bout, donc je peux marcher, je peux faire 3 mètres, 3-4 mètres. Au moins, je peux faire quelques pas, je peux me mettre debout, j'ai l'espace de cuisine qui est là. J'ai mon petit coin là avec la guitare, etc. Enfin, j'ai un petit peu de volume. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup moins de place que ça. Mais c'est réduit, hein, c'est super réduit. Donc, t'as pas beaucoup de place pour bouger. Souvent, tu te retrouves dans des positions pas possibles, ne serait-ce que pour fouiller dans les placards. Si tu as un petit peu d'entretien à faire. Le ménage, c'est compliqué. Même faire ton lit, c'est compliqué. Border sur les côtés, c'est une horreur. Il n'y a pas de place. Puis bonjour, si tu as une pompe à eau à changer, un tuyau à changer, un chauffe-eau à réparer, l'électricité qui foire, etc. Je pense que vous êtes nombreux comme moi à avoir poussé des coups de gueulante dans le camion, à vous énerver, à faire putain, c'est pas possible, t'as pas de place. T'as pas de place, c'est comme dans un bateau, tout est condensé, tout est réduit, donc tu te retrouves souvent à faire l'acrobate au final, quoi. Donc les grands gabarits, comme moi, 1m85, 1m90, 2 mètres, etc. dans un camping-car. Il y a des fois où c'est pas drôle à cause de ça, quoi, parce que tu es obligé de te plier dans tous les sens, quoi. Après, le frigo. Moi, j'ai un frigo qui est assez gros. Ils ont mis un bon gros frigo, mais généralement, les frigos sont petits. Tous les Hummer que j'avais eu avant sur Mercedes, ils avaient tous les frigos Electrolux d'origine. Les frigos sont petits. Déjà, tout seul, je tenais à peine une semaine en ayant du frais toute la semaine. Et moi, j'aime avoir du frais, hein, plein de légumes, plein de fruits, surtout plein de fruits. Et dans des petits frigos, t'es super limité, donc c'est souvent obligé d'aller faire des courses un petit peu en permanence pour avoir du frais. Faut pas oublier ça, c'est pas comme à la maison où tu peux stocker, t'as un congèle qui est tout petit où tu mets pas grand chose dedans. Donc ça fait partie clairement un petit peu des inconvénients. T'es autonome, mais t'es obligé de te déplacer en permanence pour aller faire la bouffe. C'est un petit peu pareil pour l'eau. Vous voyez, là, je suis dans les gorges depuis 3 semaines. Bon, j'ai la chance que la rivière est cristalline le matin quand il n'y a personne. Donc, je peux aller charger, mettre un petit peu d'eau. Mais s'il fallait que j'aille trouver une fontaine ou un endroit pour charger l'eau, là, il faudrait que je fasse 50 km aller-retour. Donc, tous ceux qui aiment prendre des douches une fois par jour, vous oubliez le camping-car. C'est pas pour vous, en fait, quoi. Le camping-car, dans le meilleur des cas, tu vas prendre 2, peut-être 3 douches à la semaine. C'est un maximum. Et si tu fais ça, tu vas déjà dégommer ton eau, hein. Et c'est des douches, c'est 5 minutes. Tu fais couler l'eau sur toi, tu t'humidifies, tu coupes tout, tu te savonnes, tu remets l'eau, tu trinces la tête, les cheveux, le corps, et c'est terminé, quoi. Tu as les cheveux longs comme moi, forcément, tu dépenses un petit peu plus d'eau. Et ça part très vite, hein. Quand tu as des cuves, généralement les gens ont des cuves de 100 litres dans les camping-cars. 100 litres, c'est que dalle, hein. Tout seul avec 100 litres, c'est compliqué de tenir une semaine. Moi, je suis content d'avoir 200 litres parce que quand j'économise vraiment, là en ce moment, je suis dans la rivière tous les jours. Donc je ne me douche pas, clairement. Je vais juste dans la rivière sans savon, sans rien, hein. Je suis dans la rivière tout le temps. Un petit coup de temps en temps, je me mettrai un coup de savon sous les bras, etc. Et donc... quand je suis en mode rivière ou plage comme ça, où je peux me permettre d'être dans l'eau toute la journée, où j'ai pas besoin de me doucher, avec 200 litres, j'arrive presque à toucher les 3 semaines. Je suis super économique en eau. La vaisselle, c'est pareil. Pour moi, c'est très 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 rapide. Peu importe si ça reste un petit peu gras sur les assiettes, sur machin. Et en plus, je ne prends pas le chauffe-eau. Moi, tout mon système est au gaz, que ce soit le chauffe-eau, les plaques, le frigo, il tourne en gaz en permanence parce qu'en électrique, il consomme beaucoup trop d'électricité, il me défonce les batteries. Donc je lance pas l'eau chaude pour faire ma vaisselle et forcément à l'eau froide, tout ce qui est gras, j'évite de cuisiner tout ce qui est viande qui lâche du gras comme pas possible dans la poêle. Généralement, je fais que du poisson parce que c'est beaucoup plus sec et des légumes. Et donc oui, tu peux pas... Il faut faire attention à l'eau en permanence. Donc il faut oublier le petit confort de la maison. Laisser couler le robinet, c'est proscrit. Pareil sous la douche, tu resteras pas 20 minutes sous ta douche.
À part des fois où tu arrives à te garer sur un endroit, moi ça arrivait des fois à Ibiza que j'allais me poser à un endroit où il y avait un robinet d'eau, des tuyaux, je pouvais me brancher pour charger. Et là j'en profitais, je chargeais bien la cuve, je me mettais le chauffe-eau, je me tapais une bonne douche de 20 minutes et après je rechargeais et je me barrais. Et dans ce cas-là, je pouvais profiter de la douche. Mais bon, c'est super rare. Généralement, tu es obligé de faire attention et de te limiter à ta consommation de flotte. Après, il faut être un petit peu mécanicien aussi, quoi, par la force des choses. Hein. Les gens ont souvent en plus des vieux véhicules des années 90 parce que ça coûte moins cher. C'est beaucoup plus costaud. Hein. J'en ai eu beaucoup des camping-cars. C'est arrivé maintes et maintes fois que j'achète mes vieux Mercedes à des personnes retraitées, personnes âgées qui avaient ça depuis des années et qui venaient de s'acheter un camping-car tout neuf. Et systématiquement, ils me disaient qu'ils étaient emmerdés, quoi. Ils se retrouvaient avec un véhicule à 100 000 euros, avec des portes à changer, avec des trucs qui déconnent, etc. Après quelques semaines, voire quelques jours d'utilisation. Ce qui était construit à l'époque, moi ce que j'ai là, franchement, c'est vieux, c'est vintage. Il n'y a pas trop de technologie là-dedans, mais alors, putain, c'est résistant. Hein. Le truc, il a 33 ans, il n'y a rien qui bouge, tout fonctionne. J'ai juste été obligé de réparer le chauffe-eau, c'est tout. Tout ce qui est électrique, gaz, eau, pompe à eau, frigo, etc. Pour le moment, je touche du bois, tout marche très bien. Après, oui, voilà, faut pas oublier, c'est comme la mécanique. Dès qu'il y a un truc qui flanche à l'intérieur, c'est bien d'avoir des petites bases en électricité. C'est comme pour la mécanique, moi je suis équipé, j'ai toujours une caisse à outils avec toutes les clés pour Mercedes, hein, du 15, du 13, du 17, etc. Il faut savoir un petit peu... Il y a des choses qu'il faut avoir quand tu es sur la route, une courroie d'accessoires de rechange, des accessoires, des filtres de rechange, etc. Avec les vieux véhicules, c'est pas rare que dans ton réservoir à gasoil, tu aies du dépôt, que les véhicules ils aient été stockés pendant des années dans le réservoir, le gasoil il a commencé à déposer. Toi, tu prends la route, le filtre il s'encrasse, et puis un jour, tu as le moteur qui ralentit, tu perds des tours minutes, et puis tu n'avances plus. D'un coup, tu te retrouves en seconde sur l'autoroute, et tu comprends pas pourquoi. En fait, c'est ton filtre qui est plein de merde. Et ça arrive très très souvent, donc c'est important de rouler avec des filtres de rechange, bien faire les vidanges, savoir faire tes vidanges, changer tes filtres. Essentiel, pas aller dépenser des centaines d'euros chez le mécanicien, au garage, alors que tu peux faire ça toi-même. C'est un boulon à dévisser, tu fais ta vidange, tu fais tes filtres. Et moi, ça va même au-delà de ça. Hein. Si j'ai mes freins arrière à faire, ça arrive souvent là-dessus que les cylindres de frein sur les roues jumelées, c'est pas éternel. Au bout d'un moment, le cylindre il pète et tu commences à perdre du liquide de frein sur les roues arrière. Et là, c'est pareil. Tu peux amener ça chez le mécanicien. Généralement, il va te prendre entre 1200 et 2000 euros pour te faire les freins arrière. La dernière fois que je l'ai fait, ça m'a coûté 100 balles. Bon, j'y ai passé 24 heures, quoi, une journée pour démonter, changer. Puis en plus, j'avais pas la bonne pièce, j'ai été obligé d'attendre, j'avais pas acheté de bon cylindre. Mais sinon, ça se fait, hein, tutoriel, YouTube, etc. Tu regardes. La mécanique, généralement, c'est pas compliqué. Hein, c'est des boulons à dévisser et puis rien d'autre. Moi, si ça touche au-delà de ça, des pompes à injection, etc., des choses où il faut caler le moteur, etc., là, oui, je vais commencer à amener au garage, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Mais tout ce qui est freinage, tout ce qui est filtre, tout ce qui est à portée de quelqu'un qui est pas mécano à la base, il faut pas hésiter à se lancer. Et tu finis toujours par y arriver. Les gens sont de bons conseils sur Internet. Il y a plein de forums sur Facebook, sur YouTube. Tu peux discuter avec les gens te conseillent. Tu mets des photos, des vidéos. Et dans la plupart des cas, tu arrives toujours à réparer par toi-même. Tu prends tes pièces sur Autodoc ou sur tous ces sites Internet où en plus ça coûte que dalle. Hein. Un exemple, c'est qu'une pompe à vide chez Mercedes, il y en a pour 480 euros sur mon camion. Quoi. Si tu la prends sur Internet, tu en as pour 100 euros. Tout est dit. Quoi. Il y a un moment, tu prends tes pièces sur Internet, tu fais les réparations toi-même. Ou au pire des cas, tu achètes tes pièces sur Internet et tu amènes ça à un petit garage et il va te monter tes pièces. Parce que Mercedes refuse systématiquement de monter des pièces qui ne sont pas Mercedes, bien entendu. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'être un petit peu touche à tout, d'être prêt à tout. Quand les problèmes surgissent, il faut essayer de garder le moral, prendre ça à la rigolade. Il faut se marrer, c'est drôle, c'est marrant. Tu vas en chier, quoi. Ouais. Autant rigoler plutôt que de t'énerver, hein, parce que t'énerver, ça servira à rien. Il faut garder la tête froide, il y a des solutions pour tout. Tu tombes en panne, de toute façon la dépanneuse elle vient te chercher. Moi un coup ça m'est arrivé, hein, je suis passé chez Mercedes à Chalon-sur-Saône, je suis redescendu en Espagne, arrivé vers Valencia, paf, c'est retombé en panne. Et le démarreur avait brûlé en arrivant à Chalon, ils m'ont changé le démarreur à Chalon, arrivant en Espagne, le nouveau démarreur avait recramé. L'assurance, ils m'ont proposé de ramener le camion jusqu'en France, de me payer l'hôtel.
Donc faut pas s'inquiéter pour ça, hein. Bon après moi je suis resté en Espagne, le camion a fini chez Mercedes, ils ont changé le démarreur qui était sous garantie puisque c'était Mercedes qui venait de le changer en France. Et ça m'a rien coûté, mais bon, oubliez pas ça, que l'assurance, elle est là pour ça aussi. En cas de galère, c'est dépanneuse, on paye pas le dépannage. Généralement, ils payent l'hôtel, etc., jusqu'à ce que le problème soit résolu. On paye que les réparations. Donc, en cas de grosse casse, c'est la solution ultime. Toujours prévoir valise vide dans le camion. Vous allez pouvoir emporter justement quelques fringues, votre PC, tout ce qui est les trucs de valeur que vous n'avez pas envie, qui restent dans le camion tout seul pendant qu'il est au garage chez le mécanicien. C'est essentiel, ça peut sauver la vie vraiment d'avoir une valise vide, gros sac, enfin n'importe quoi pour mettre un petit peu votre matos, ou même des valises à code, hein, comme les valises Samsonite, et à ce compte-là, vous les laissez dans le camion. Moi, si vous voulez, dans le camion, j'ai 2 valises Samsonite à l'arrière, parce que j'ai du matos de studio aussi, j'ai des enceintes Genelec, j'ai carte son, j'ai PC, j'ai micro, j'ai guitare, j'ai vraiment beaucoup de matos dans le camion. Et au cas où, j'ai mes valises qui sont dans la soute arrière, qui est sous le lit. C'est des valises à code, donc s'il faut, je mets tout dans les valises. Quand je suis en ville, je fais ça. Tout va dans les valises à code. Et les valises à code, je mets des cadenas de vélo en fait qui passent dans les poignets et qui sont attachés au sommier du lit. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui arrive à ouvrir la soute ou à rentrer dans le camion, faudrait encore qu'il éclate les cadenas ou qu'il coupe le sommier en métal du lit et puis après qu'il ouvre les codes des valises, etc. Donc avant qu'il arrive à trouver mon matos, bonjour. Et justement, si je dois me retrouver à abandonner le véhicule, j'aurai ces valises où je pourrais mettre du matériel et puis soit partir avec, soit les sécuriser dans le camion. Donc très important d'être prévoyant sur ces choses-là. Après, il y a tout ce qui est literie aussi, hein. Moi, je lave tout dans le camion, tout mon linge, je le lave dans l'évier. Avant, j'avais une bassine, mais bon, généralement, je fais ça dans l'évier. J'ai un évier double, donc pour mes fringues, ça suffit. Après, pour tout ce qui est literie, les draps du lit, etc., généralement, moi, c'est un petit peu compliqué. C'est pas rare que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me les nettoyer. Sinon, je les nettoie moi comme je peux. Je me trouve un spot où il n'y a vraiment personne et je fais sécher ça l'après-midi, étendu par terre ou dans les arbres ou sur le camion. Ça chauffe super bien. Et c'est un petit peu galère, hein. C'est du taf. Bon, il y en a plein qui vont aller dans des lavomatiques, qui vont faire leur lessive là-bas, etc. Mais moi, je me débrouille. Je suis en camion, je fais tout dans mon camion. Et je suis content comme ça. Ça me permet d'économiser quelques petits euros par-ci, par-là. Après, à quoi on pourrait penser d'autre les mouvements, oui, quand tu reçois des gens dans ton camion. Moi, c'est pas rare que j'ai un ami qui dorme dans le camion. Et que, pour le coup, j'ai 3 lits doubles, hein, donc forcément, j'ai de la place, je peux rentrer des gens. Et donc, attention, hein, quand il y a d'autres personnes que toi dans le véhicule, à chaque fois que les gens ils bougent, ça fait bouger tout le camion. Donc les gens qui sont pas habitués, qui supportent pas qu'il y ait du mouvement sous leur lit, comme si tu dormais dans un bateau. Bonjour, hein, n'oubliez pas ça si vous avez des gamins que vous projetez de commencer à vivre en camping-car. À chaque fois que vos gamins ils vont se retourner dans leur lit, etc., vous allez les sentir bouger, à moins que vous ayez des béquilles stabilisatrices derrière le camion à l'arrière et que les béquilles sont posées par terre, ça empêche le camion de tanguer quand il y a du vent ou quand les gens bougent comme ça. Mais sinon, le camion, c'est un petit bateau, hein. Les amortisseurs, les lames de suspension sont assez souples. Et à peine tu te bouges dedans, en fait, tu as tout le camion qui bouge. Donc, faut aimer ce côté bateau, mouvement perpétuel un petit peu. Moi, j'adore ça, ça me dérange absolument pas. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, forcément, quand tu te réveilles le matin et puis que tu as un pote qui est là sur le lit en bas, sur le lit en haut, généralement, je ne les fais pas dormir en haut, hein. Je mets juste des draps là sur mon coin salon et puis je les fais dormir là. Forcément, tu te réveilles, tu as ton pote qui est au milieu avec les affaires, les trucs, les machins. Puis c'est pas grand, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est que l'autre il se réveille aussi pour pouvoir récupérer ton espace, ranger un petit peu parce que c'est vite le bordel. Faut pas croire, hein, dans un espace aussi réduit, c'est vraiment bordélique très très vite. Moi, j'essaye de limiter le bordel. Je suis pas un fanat du rangement, mais j'aime pas le bordel non plus. Donc il y a ce côté-là aussi, même un grand camping-car comme ça, un 7,50 m, il est fait pour 6 places sur la carte grise, 3 lits doubles, mais en réalité à 6 là-dedans, mais laisse tomber, c'est invivable, c'est pas possible, quoi. Je trouve que le maximum pour un truc comme ça, c'est 2, quoi. 2 ou 3, un couple avec un gamin à la limite, quoi. Et ne serait-ce qu'un couple avec 2 gamins ou 3 gamins, ouah, bonjour les dégâts, il faut vraiment être organisé, et là je trouve que ça devient compliqué, quoi. J'en connais, hein, des familles, la plupart du temps, les familles que j'ai vu vivre et vivent bien, ils ont un petit bus. Un bus ou un gros camion, un poids lourd avec une belle cellule, etc.
pour que ce soit vivable, quoi. Avec les gamins, il faut avoir des énormes réserves de flotte, beaucoup d'électricité, il faut que les enfants ils aient de la place pour jouer, il faut que toi tu puisses être tranquille pour travailler aussi, etc. etc. Donc vivre à l'année dans un camping-car de 7 mètres, 7 mètres 50 avec toute une famille, bon c'est possible, hein, c'est sûr, hein, de toute façon tout est toujours possible, mais c'est loin d'être confort. Pour moi, cette taille de camion qui est déjà, il est balèze, hein, mon camion, franchement il est gros. Pour moi tout seul c'est parfait, moi j'aime avoir un petit peu de place, du volume, etc. Je me verrais pas être dans un 5 mètres 50 ou dans un 6 mètres, ça serait juste pas possible. Alors après il y a un autre truc aussi, hein, c'est pour ça que le volume est important. Quand il fait moche comme ça aujourd'hui, qu'il pleut un petit peu, t'es dans ton camion quoi toute la journée. Donc prévoir à s'occuper, hein, c'est important, hein. Bon, il y en a qui vont rester sur le PC toute la journée. Moi j'ai la guitare, donc le problème se pose pas. Ça peut être rude, hein, surtout en plein hiver, quand des fois il fait moche des jours et des jours et des jours. Et qu'en plus, des fois, quand il fait moche tout le temps, au bout d'un moment, tes panneaux solaires, ils rechargent plus les batteries, ou très très peu. Et ça suffit pas. Donc tu es enfermé dans le camion. Tu mets le PC en permanence. Moi, mon PC, c'est un vieux Dell de 2011. Alors bonjour, il pompe 250 watts. Si je le laisse tourner toute la journée et puis toute la nuit, ça tient sans aucun problème, mon système, quoi. Mais s'il fait moche et que le lendemain, ça recharge pas, la nuit d'après, je vais passer la moitié de la nuit et puis au bout d'un moment, je vais arriver dans le rouge, hein. Je vais taper les 11 volts sur la batterie et quand on dépasse les 11 volts, on commence à lui faire très mal à la batterie, hein. Si tu arrives à 10 volts, tu commences à lui mettre un sérieux coup à sa durée de vie. Et souvent en hiver, moi je suis en Espagne généralement, il fait très beau tout le temps, c'est très rare que ça arrive, mais ça arrive des fois qu'il fasse moche plusieurs jours d'affilée, tu te retrouves un peu en dèche d'électricité, bloqué dans ton camion, tu sais pas quoi faire. Alors avant j'avais un groupe électrogène, un petit Honda 10i je crois, là, le 1000 watts, comme c'était très bien en hiver, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, mais bonjour, après ça consomme quand même de l'essence. C'est de l'entretien aussi, et puis après 1 an et demi d'usage, il est tombé en panne, je l'ai fait réparer, ça m'a coûté une blinde, il est retombé en panne, je l'ai refait réparer, et il est retombé en panne, je l'aurais ramené, puis je l'aurais laissé pour le coup. Je ne l'ai même pas fait réparer, je l'ai laissé tomber. Donc apparemment, même s'il avait l'air original, c'était peut-être une espèce de copie, on ne sait pas trop. C'est vraiment bizarre qu'un Honda il soit mort aussi vite. Pourtant en plus je m'en suis très peu servi, mais bon ça arrive. Donc voilà, sinon la solution alternative c'est celle-là, c'est le groupe électrogène. Après le groupe, c'est toujours pareil, hein. Quand il y a des camping-cars qui sont garés à côté, etc., c'est pas possible. Tu peux pas sortir ton groupe électrogène, foutre le bordel et puis que personne puisse dormir à côté. Donc tu es obligé de t'isoler énormément. Déjà qu'on est mal vu, mais quand il y a un groupe électrogène qui est posé à côté du camion pour te balancer de l'électricité toute la nuit, c'est compliqué. Donc j'en ai même pas racheté au final. Je me suis fait une installation solaire beaucoup plus costaud sur ce camping-car-là. Et quand il n'y a plus d'électricité, tant pis, il n'y a plus d'électricité. J'ai ma guitare et je suis tranquille. Et j'ai le téléphone ça pompe rien, donc au pire des cas, si je peux plus mettre le PC, c'est sur le téléphone, et puis tant pis. Donc il y a vraiment, oui, ce côté-là à prendre en compte, quoi, quand il fait moche, à moins que vous alliez en ville, faire une petite visite de la ville, un restaurant, un ciné, j'en sais rien, moi c'est pas mon cas, je suis jamais en ville. Donc quand il fait pas très beau, attendez-vous à passer de longues journées, parfois très longues journées dans le camion, à pas pouvoir vous étirer, avoir un petit peu mal au dos, mal aux jambes, parce que y a pas de place, tu peux pas bouger, tu peux pas faire de sport. Même si moi je fais un petit peu de sport, je fais des abdos, je fais des cuisses, je fais des bras un petit peu dans le camion. Il n'y a pas énormément de place, mais suffisamment pour faire quand même certains mouvements. Enfin bref, il faut être quand même résilient à ça, surtout quand il fait pas bon. On s'imagine tous le camping-car quand il fait beau, au bord de la mer, etc. Mais la réalité, en fait, c'est que tu es souvent bloqué dans ton camion quand même. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc vous voyez, c'est loin d'être une vie idyllique. En fin de compte, moi ça me convient parfaitement. C'est le choix que j'ai fait. Parce que je reprenais la guitare à 37 ans. Donc j'étais conscient que c'était un parcours sinueux que j'allais emprunter. Et qu'il valait mieux que je me simplifie la vie et que je me serre un petit peu la ceinture et que je simplifie au maximum pour pouvoir me concentrer sur mon objectif. Et mettre toutes les chances de mon côté par rapport à la guitare et par rapport à la musique. Bon, pour moi, le choix était tout vu. Et puis, j'ai toujours eu des camions. Ça fait que 4 ans et demi que je vis à plein temps dans le camion. Mais j'ai jamais eu de voiture. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours eu un camion, un camping-car, etc. Donc, j'ai toujours vécu cette vie. Mais jamais à plein temps comme ça. C'est arrivé après ce qui s'est passé avec ma fille, comme j'expliquais sur l'autre vidéo. Alors voilà, ça, c'est peut-être un des points les plus importants.
Si un jour vous divorcez, qu'il y a des gamins au milieu, et puis que votre compagne ou votre compagnon, il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, moi c'était le cas, moi je suis une espèce de hippie voyageur musicien depuis toujours, j'ai toujours vécu comme ça. Et ben arrivé le divorce, c'est pour ça qu'on m'a quitté mes gamins et que j'ai pas pu me défendre en fait. Parce que moi, arrivé à un certain stade, le juge me disait, ben c'est soit vous venez vivre en Espagne à Valencia, vous prenez un appartement, vous prenez un boulot, soit vous n'aurez pas accès à votre fille. Parce que, ben oui, ma fille, elle a été kidnappée. Il faut bien comprendre que quand tu fais quelque chose comme ça, bah, tu as peur qu'on te fasse la même chose. Donc forcément, ma femme, elle était dans la psychose que je prenne la petite et que je me barre en France avec. Ça marche pour tout, hein. Un voleur, il aura peur de se faire voler. Un menteur, il a toujours peur qu'on lui mente. C'est pas pour rien. Donc, à prendre en compte, s'il y a des problèmes avec la loi, celui qui vit dans son camping-car, nomade, etc., machin, attention, il y a plein de gens qui ont des gros problèmes avec ça, avec les enfants particulièrement. C'est très très mal vu au niveau de la loi et tout de suite tu passes pour un parent irresponsable, etc., etc. Alors qu'en réalité, les gamins, ils vivent très bien au camion. Ils adorent ça, ça devient des personnes... Putain, vous imaginez même pas, hein, les familles que je vois vivre en camion, les gamins, c'est souvent les plus intelligents, les plus vifs, les plus adaptés, les plus... Ils sont incroyables ces gamins-là parce que bah, ils ont l'expérience du voyage, du nomadisme en permanence. Ça devient des petits éveillés, c'est incroyable. Mais du côté de la justice et de la loi, attention. Si votre compagnon ou votre compagne veut vous faire la misère parce qu'elle n'a pas le même style de vie que vous risquez d'avoir des gros problèmes au niveau de la justice, de votre famille, etc. Donc ça, c'est vraiment un point, c'est vraiment un point à prendre en compte qui est super important. Si vos enfants sont assez âgés, bon, c'est pas un problème, mais avec des enfants en bas âge, attention, ça passe très très mal auprès du juge et ça peut très très mal se finir comme ça a été mon cas. Moi, on me demandait de changer, de me transformer en une autre personne que je suis pas pour pouvoir avoir accès à ma fille, premièrement par téléphone. Ils voulaient déjà des visites téléphoniques surveillées par professionnels pour que je la manipule pas, etc. Tout ça parce que j'étais la même personne que j'ai toujours été. Cette même personne qui avait séduit ma femme, etc., qu'elle avait tant aimé à une époque, et ben pour être cette personne-là et avoir ce style de vie-là, on m'a quitté ma gamine. Donc attention, ça rigole pas. Quand on rentre dans des sujets un petit peu compliqués comme ça, celui qui vit en camping-car, c'est un petit peu comme le gitan ou comme le machin, c'est toujours ceux qui sont mal vus. Il n'y a pas à chipoter, celui qui est en maison avec un travail stable, etc. Enfin, ça n'empêche pas d'avoir un travail stable quand tu vis en camping-car. J'en connais plein qui travaillent tout à fait normalement. Moi, j'ai choisi la musique. Alors là, c'est la totale. En camping-car, musicien, itinérant, etc. Good luck, hein. En cas de problème avec la justice, faites gaffe. Donc ça, pas oublier ça. C'est que quand tu prends ce mode de vie-là, tu deviens tout de suite un marginal. Tu es en marge du système, tu es marginal. Donc ça donne l'autorisation, hein, aux gens de te juger, et puis à la justice, encore pire. C'est un acte de révolte contre Clermont, et comme vous le savez, ils aiment pas ça. Donc voilà, bon écoutez, je pense avoir touché un petit peu quelques sujets. Il y en a sûrement plein que j'ai oubliés, mais là je pense à rien d'autre, donc je vais pas parler pour parler. Donc le débat est lancé, chacun apportera un petit peu sa goutte d'eau dans cet océan d'arguments. Je vous prie de le faire d'une manière civilisée et gentille. Moi, j'ai pas la science infuse pour raconter des grosses conneries. Et ça ne reste que ma vision à moi de la réalité et rien d'autre. C'est ma vision à moi. C'est ma manière de voir les choses, de vivre les choses. Et je conçois tout à fait que toi ou quelqu'un d'autre puisse avoir une vision qui soit totalement, radicalement différente ou partiellement pareille ou pareille. J'accepte tout. Ce que j'accepte pas, c'est l'intolérance, le manque de respect, les gens qui prennent de haut, qui parlent mal, qui s'expriment mal, qui insultent, qui font preuve d'aucune douceur, d'aucune tolérance, d'aucune compassion pour des gens qui ont un avis différent du leur. J'arrêterai jamais de le répéter. Ça, c'est la clé de tous les problèmes d'aujourd'hui. Un petit peu de compassion, un petit peu de tolérance, et puis les choses vont vite s'améliorer. Il y a même plein de gens, je vois, qui mettent des commentaires qui vont dans mon sens, qui sont gentils, mais où ils n'hésitent pas à être méchants avec les autres, quoi. Ils les traitent d'imbéciles, de machin, où ils mettent certaines phrases, et moi je suis là, putain, quoi. Et là, je sais pas quoi faire. Je suis là, je fais quoi? Je vire le commentaire parce que, certes, le mec, il essaye de dire un truc qui va dans mon sens, qui est gentil, mais il n'hésite pas à en mettre une tartine sur les autres ou s'exprimer d'une manière où il pense que les autres, c'est des imbéciles. C'est pas des imbéciles, c'est pas parce que les gens, ils sont dans la matrice ou qu'ils sont embourbés, enlisés dans le système que c'est des cons, Je suis désolé, le système, il
il est vorace, quoi. Il nous bouffe tous, il laisse peu d'espace, c'est compliqué de s'y faufiler, c'est presque impossible, c'est impossible. Chaque fois que tu fais tes courses, tu payes ta TVA, etc. L'autoroute, la route, l'avion, enfin bref, il est fait de telle manière que tu peux plus passer à travers les mailles du filet. Tu peux arriver à te faufiler un petit peu et trouver des manières de. Mais on est tous enlisés dans ce merdier, quoi. Donc il faut être tolérant avec les autres. Et si même, oui, il y a plein de gens endormis dans la matrice, etc., bah, faut être tolérant avec eux. C'est la première chose à faire pour que ça change. Parce que si tu es intolérant avec ces gens-là, eh ben, c'est encore pire. Tu deviens mais pire qu'eux, en fin de compte, quoi. C'est bien de voir qu'il y a des gens qui sont endormis, quoi. Après, les traiter n'importe comment, sûrement pas, quoi. Chacun a ses guerres, ses combats, sa réalité, ses difficultés, et les gens, ils font comme ils peuvent. Et ça, j'aurais dû le dire dans la toute première vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent, etc., qui ont pris la mouche un petit peu, et qui voient ça comme un affront à leur mode de vie, alors que pas du tout. Moi, j'ai énormément de compassion pour ces gens qui ont leur vie qui est bouffée, à cause d'un système à la con, en fin de compte, quoi. Et c'est pas forcément de leur faute, même si souvent, effectivement, les choix, on les fait, et puis c'est une question de choix aussi, très certainement. Mais bref, la vie est comme elle est, on le sait tous, elle est loin d'être simple, et les gens, ils font comme ils peuvent, quoi. Donc même si vous voulez me soutenir, c'est inutile d'en mettre une tartine sur les autres, ok? Ça sert à rien, au contraire, quoi. Si tu penses avoir compris quelque chose de plus, ou si tu penses avoir fait un pas en avant et qu'ils ont fait un pas en arrière, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir de la compassion, de la tolérance et de l'amour pour eux et de leur montrer que toi, tu es heureux, que ça va bien et que leur donner envie d'eux, c'est pas en allant à leur affront et en leur en mettant plein la gueule qu'ils vont avoir envie de changer quoi que ce soit. Au contraire, ils vont interpréter ça comme ta frustration et puis penser qu'en fin de compte, c'est eux qui ont raison. Puis de toute façon, c'est pas une question d'avoir raison, on a tous raison à votre niveau, on fait tous comme on peut. Voilà, on fait comme on peut, donc c'est inutile de juger les autres, même si des fois ça nous gonfle de voir tous ces gens endormis, tous ces empotés, ces entartrés, etc. On est tous un petit peu intolérants à notre manière, c'est sûr, quoi, mais il faut le garder pour soi, et puis jamais oublier ça, les gens ils font comme ils peuvent, quoi, même si des fois ils sont méchants, même si des fois ils sont irrespectueux, ou si on trouve qu'ils sont complètement déconnectés ou qu'ils comprennent rien, très certainement qu'eux aussi de leur côté, ils pensent qu'on comprend rien aussi. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à établir un dialogue, une connexion entre les deux mondes pour qu'en fin de compte, on puisse apprendre l'un de l'autre. Parce que toutes ces personnes-là, elles ont très certainement aussi des expériences très belles et puis des choses à communiquer, à apprendre. Et nous aussi, on a plein de choses à apprendre des autres, même s'ils sont complètement différents. Et il faut savoir mettre un petit peu l'ego de côté, ça peut être pas mal, quoi. Et moi, c'est pas parce que j'ai un ton de voix, une manière de m'exprimer qui, des fois, on a l'impression que je rentre dedans, ou même les gens me disent, mais arrête, tu t'énerves et tout. Mais je m'énerve pas, quoi. Si je m'énervais, c'est pas pareil. Hein. Moi, j'ai le sang chaud, j'ai du sang méditerranéen, etc. Quand je m'énerve, c'est pas ça. Hein. C'est pas parce que je m'exprime et j'ai une manière un petit peu énergique, peut-être des fois de soulever ou de dénoncer certaines choses, mais je suis bien loin de m'altérer et puis de m'énerver. Hein. Attention. Hein. De toute façon, je m'énerve plus jamais. Quoi. C'est vraiment un truc que j'ai. Même si j'ai le sang chaud, ça m'a valu tellement de préjudice au cours de ma vie que j'ai appris petit à petit, à force de me prendre des retours de bâton et puis de payer le prix fort pour réagir trop, j'ai appris à me calmer. Et bon, il y a toujours cette énergie du Sagittaire, du voyageur, mec un petit peu rebelle, un petit peu révolutionnaire qui est là. Et donc forcément, quand je m'exprime, il y a des gens, si ça va pas dans leur sens, ils prennent très rapidement ça pour de l'énervement, mais ça en est absolument pas, quoi. Je suis pas énervé. Quelqu'un de très calme, je suis super zen. Pour m'énerver, me faire sortir de mes gonds, il en faut. Au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. J'ai appris à m'expulser, à sortir d'une situation avant de perdre le contrôle. Ça sert à rien de perdre son contrôle, de perdre son calme. Il faut apprendre à respirer, à penser avant de dire des conneries, etc., etc. Enfin bref, voilà, la vidéo est déjà très longue, donc je vais essayer de couper ça maintenant. Il y aura sûrement d'autres épisodes quand j'aurai d'autres éléments qui me viennent... à propos des avantages et des désavantages de cette vie. Donc voilà, faut pas penser que c'est une vie toute rose. Moi je dirais même que c'est une vie beaucoup plus compliquée matériellement, au niveau de l'organisation, au niveau de beaucoup de choses. Ça convient qu'à un tout petit groupe de personnes. En réalité, c'est très à la mode la Vile Life, mais la réalité, c'est qu'en fait, ça convient à très 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 peu de monde. Il y a très peu de gens qui sont faits pour ce style de vie. Ne croyez pas. Pour la plupart de tous les autres, c'est plus un moyen de prendre des vacances, d'être au contact de la nature, faire des grosses économies sur les hôtels, sur les vacances, sur les dépenses. Mais ça sera en aucun cas un mode de vie. Les gens pour qui c'est adapté ce mode de vie, c'est généralement des mecs comme moi, un peu hippies, voyageurs, même très hippies, voyageurs, freaky, qui venons des mouvements alternatifs comme c'est mon cas, etc. Pour nous, ça nous va comme un gant.
Et après, je vois aussi beaucoup de personnes plus âgées, qui ont mis des sous de côté, ou qui sont à la retraite, ou qui ont laissé des travails énergivores, etc., pour qui ça va très très bien, parce que ça leur permet d'évacuer tout le stress de la vie qu'ils ont avant, etc. Mais tous ceux qui ont la petite idée de la van life en mode Instagram, mes photos au bord de la mer, etc., mais vous allez vite déchanter, hein. C'est pas ça du tout, quoi. La réalité, elle est beaucoup plus rude. Elle est beaucoup plus crue. C'est pas une vie qui est facile et c'est loin d'être fait pour tout le monde. Il faut avoir une tolérance toute particulière aux problèmes, au stress, résolution des problèmes, créativité, réactif. Faut savoir, avec les gens, la communication, etc. Enfin, c'est très, 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 très complexe. C'est loin d'être le rêve. Et pour la plupart d'entre vous, en fin de compte, ça sera un cauchemar réveillé. Il ne faut pas croire. À peine vous allez devoir passer sous le camion, passer des heures à faire de la mécanique, ne serait-ce que changer une roue pour certains. Problème de flotte au milieu de la nuit, au milieu de ta douche, tu te retrouves avec le shampoing sur la tête et tu n'as plus d'eau, il n'y a plus rien qui marche, etc. Et puis vous comprendrez votre douleur, quoi. Il faut être bricoleur, il faut être un petit peu touche à tout. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En plus des restrictions matérielles, d'espace, de volume, etc. Tout ce que j'ai énuméré avant, pour la plupart des gens, en fin de compte, c'est beaucoup mieux d'être en maison, en appartement, et puis d'avoir un petit véhicule aménagé, un petit camping-car pour quand vous voulez prendre vos vacances, et puis fin de l'histoire. Mais le vrai nomadisme, et puis vivre en camion comme ça, c'est fait pour les mecs comme moi, et puis ce genre de personnes un petit peu extrêmes, quoi. On est des gens un petit peu différents des autres, en fin de compte, et puis ça nous va très 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 bien, parce qu'en fin de compte, on arrive à compenser tous ces compromis de vivre en camion par ça. Voilà, ça nous paye. C'est ça qui vaut le jeu de la chandelle. C'est être au milieu de la nature et pouvoir être au contact de notre créatrice. Ça n'a pas de prix, mais il y a très très peu de gens qui peuvent le comprendre et très peu de gens qui seront capables de ce compromis. Et à peine ils vont se retrouver face au premier défi, ils vont vite déchanter. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais arrête de faire des vidéos comme ça. Tu vas attirer encore plus de monde, il y a déjà trop de gens, ça crée trop de problèmes. Voilà, cette vidéo, clairement, elle est un petit peu là pour vous dire qu'en fait, arrêtez de rêver avec la van life. Dans 90% des cas, ça sera un cauchemar qui deviendra réalité. C'est mon avis. Et tous les autres, ceux qui le font, les 10% qui restent, ça se passera très bien parce qu'ils ont besoin de ça et qu'ils ont besoin et qu'ils sont capables de supporter tout ça, quoi. Mais pour la plupart des gens, oubliez, c'est vraiment trop rude, c'est vraiment trop compliqué. Et le jeu en vaut pas la chandelle pour beaucoup d'entre nous, quoi. Si t'as pas un projet en particulier, une manière de vivre en particulier, quelque chose qui justifie tous ces sacrifices, ça risque d'être trop compliqué pour toi. Moi, c'est elle, hein. C'est la kikine, hein, qui justifie tout ça, hein. S'il n'y avait pas la guitare au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas si je serais encore dans la bulle du camping-car, parce que ça fait un moment, hein, que j'en ai marre de toutes ces interdictions, de tous ces lieux que je peux pas aller, je peux pas visiter. J'ai vécu à Ibiza pendant 3 ans là, avec le camping-car, mais vous imaginez pas le nombre d'endroits, je peux aller nulle part sur l'île, quoi. Entre les chemins qui sont trop petits, parce que le camion il est large, un camping-car c'est souvent 2,30 m de large. Il y a plein d'endroits où tu passes pas dans les villages. Plein d'endroits, et sur les îles, mais t'imagines même pas, c'est que des petits chemins avec des cailloux, des arbres. Bon, moi je suis un aventurier, je passe partout avec le camion, mais je les ai esquintés, les camions, comme ça, bonjour, quoi. Ils aiment pas ça, hein, les camping-cars, les grosses vibrations, les chocs, les trous dans les chemins, etc. C'est comme ça qu'après t'as ton électricité, ton gaz, et que t'as tout qui commence à déconner, parce que plus ça vibre et plus ça bouge, plus t'as tout qui casse, sans parler des rayures sur la carrosserie, etc. Et donc voilà, j'étais isolé sur 2-3 endroits, 3 plages, 3 spots magnifiques où je pouvais aller, mais tous les autres étaient soit interdits, soit j'étais trop gros. Ça posait problème avec ma musique, il y a plein d'endroits où je pouvais pas accéder, là où il y avait les restaurants, etc. etc. Il faut pas oublier ça non plus, quoi. Un gros véhicule, souvent tu peux pas te garer, tu arrives au supermarché, il n'y a pas de place, tu sais pas comment faire, tu sais pas où te mettre. Tu es obligé de t'inventer des places, d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui parte pour pouvoir te faufiler, etc. Et c'est souvent les problèmes aussi avec les camping-cars, c'est le parking. Ça, j'avais oublié, quoi, mais il y a souvent des endroits avec un gros véhicule où bonjour les dégâts, quoi. Et sur les îles, dans les Baléares, elles sont pas grandes, les îles, donc vous imaginez le bordel, c'était très très compliqué. Puis avec toutes les interdictions, ils ont tout interdit à Ibiza, de toute façon. Donc au final, j'étais isolé sur mon spot en permanence, hein, un endroit que j'adore, c'est magnifique, c'était vraiment un paradis sur terre. Je vais y retourner de toute façon à un moment ou à un autre. Mais
C'était compliqué de voir tous les amis avec les petits Volkswagen, les petits T3, les petits fourgons, les petits trucs qui eux se faufilaient partout. Ils pouvaient aller profiter de toutes les plages, aller même en ville s'ils voulaient, etc. Trouver à se garer. Moi, quand je m'approchais d'Ibiza, j'étais obligé de me garer à plusieurs kilomètres du centre-ville. Grand parking en terre où il y avait de la place, où je pouvais manœuvrer, parce que dans la ville, mais tu t'aventures même pas. Si tu rentres là-dedans, il y a plein d'endroits où tu peux pas passer et tu peux pas faire demi-tour. Si tu rentres, je sais même pas comment tu ressors. Et il y a plein d'endroits en France où c'est pareil. Il y a plein de gorges, il y a plein de cols, il y a plein de petites routes où si tu t'aventures là-dedans en camping-car, tu vas passer un super sale moment. Et je sais pas si ça existe. Moi, j'ai pas trouvé encore d'application de conduite de route où tu puisses rentrer les dimensions du véhicule et ça te prévienne, ne va pas sur ce col, ne passe pas dans ce village en pierre parce que ça passe pas. Et ça nous est tous arrivé de te retrouver en pleine nuit à devoir taper une marche arrière de 500 mètres dans un endroit pas possible où tu vois rien et en plus t'as pas de caméra de recul à l'arrière comme moi. Et ben bonjour, tu te retrouves dans une merde exceptionnelle. Et c'est souvent comme ça que les camping-cars ils finissent beignés, abîmés, bossés sur les angles arrière droit et arrière gauche, quoi. Parce que les gens, quand ils manœuvrent, sur un véhicule de 7,50 m, tu vois pas grand chose, hein. C'est presque du poids lourd, hein. Le mien, il est balèze. Je peux vous dire que je vais presque jamais en marche arrière. Je me gare presque pas en marche arrière, à part en nature quand il y a beaucoup de place. Et si je le fais, je vais sortir 15 fois pour vérifier qu'il n'y a pas une pierre, qu'il n'y a pas un arbre qui dépasse, un truc et un machin, histoire de pas beugner le camion, quoi. Donc il y a aussi, ça c'est vachement à prendre en compte, hein, le stress de la conduite, les angles morts. Souvent quand tu arrives sur une voie un petit peu en diagonale par rapport à une route qui est en parallèle, et tu regardes dans ton rétro mais tu vois rien. Et c'est pas comme une voiture où tu peux regarder, tourner la tête et regarder par la fenêtre qui est à l'arrière. Là, à l'arrière de ton camion, tu vois que dalle, quoi. Il y a des fois, tu es obligé de sauter au milieu de la route sans même savoir s'il y a quelqu'un qui arrive parce que t'as pas de vue. Alors, moi, ce que j'adore partout, c'est avoir une copine et puis avoir un copilote, hein. Mais quand t'as pas de copilote, il y a des fois où la conduite, méfiance, faut être très vigilant, faut aller très doucement. De toute façon, moi, s'il y a le moindre risque, le moindre doute, j'hésite pas à m'arrêter, j'hésite pas à ralentir. C'est vraiment la conduite en camping-car, c'est pas une conduite voiture, hein, vraiment. Faut faire attention, faut être doux. Les freinages, c'est pareil. Si tu freines trop sec, t'as tout qui s'envole dans le camion. Tu peux exploser tes meubles carrément, hein. Tu vois pas un dodane, t'arrives, tu te prends un dodane à 50-60 km/h, mais t'as tout qui casse dans le camion, hein. T'as tout qui s'envole, etc., etc. Donc il faut être super vigilant, faut être tout doux, conduire doucement. Bien respecter le code de la route. De toute façon, on respecte les limitations de vitesse parce que forcément, avec les vieux Mercedes comme ça, on va pas très vite. Donc les amendes pour excès de vitesse, j'en ai jamais eu en 30 ans de conduite. C'est cool, ça m'est jamais arrivé. Ceux qui ont des véhicules récents, oui, forcément, eux, ils peuvent avancer. Donc c'est pas pareil, mais ça n'empêche pas que de toute façon, avec un camping-car, tu roules, tu vas doucement. Tu roules surtout pas quand tu as bu ou si tu as fumé un pétard ou quoi que ce soit, c'est encore beaucoup plus dangereux qu'avec une voiture. Donc il faut être vraiment, vraiment vigilant. L'avantage, c'est que si tu as bu un coup, si tu as fumé un joint ou quoi que ce soit, tu dors sur place et tu repars le lendemain quand tout va bien. C'est l'avantage d'avoir ton lit avec toi en permanence. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. C'était bien de parler un petit peu de cette conduite. Le porte-à-faux à l'arrière, toujours bien regardé dans les rétroviseurs. Toujours. Les motos qui disparaissent quand elles nous doublent, il y a un moment on les voit pas du tout sur le côté, donc ça aussi il faut être très 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 vigilant. Des fois tu te rabats, t'as pas vu, il y avait un vélo, une moto, etc. Donc il faut vraiment être vigilant avec un camion, vraiment y aller doucement. Plus le mien je pense que c'est pas le cas, il a l'air d'être vraiment costaud le kiki, mais quand bien même si je me prenais une voiture en choc latéral qui arrive à 80 km/h, à mon avis, moi je suis très haut, je pense qu'elle resterait plantée dans le châssis en bas, mais pour les camping-cars qui sont bas, il y en a qui se sont déjà fait traverser la cellule par un véhicule, hein. Les véhicules des camping-cars récents d'aujourd'hui, c'est des feuilles de papier pratiquement, les machins, ça n'a aucune résistance à cause de cette limitation de poids à 3,5 tonnes, c'est une aberration totale. D'ailleurs, à ce qui paraît au niveau européen, ça y est, ils ont voté une loi qui autoriserait à nouveau les 4,6 tonnes comme en Allemagne à l'époque, mais c'est pas encore mis en place. Donc qui sait, peut-être que bientôt le PTAC pour les VL en camping-car va remonter à 4,6 tonnes, c'est que les constructeurs ils pourront se remettre à construire des trucs costauds. Mais bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les camping-cars récents, c'est de la merde. Tous les meubles, c'est même pas du bois, c'est des contreplaqués avec du vide, de l'air à l'intérieur, etc. Au moins sur les vieux camping-cars comme le mien, c'est du bois, c'est costaud, ça tient le coup. C'est aussi pour ça que j'ai jamais acheté que ça, c'est parce que c'est un petit peu plus résistant. Comme les camping-cars récents, oubliez, c'est de la merde. Que ce soit la mécanique, l'aménagement intérieur, s'ils mettent du vrai bois, s'ils commencent à faire les choses bien, les 3,5 tonnes seront largement dépassées.
Et ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui. Ça serait vraiment bien que nos politiciens y réagissent là-dessus, parce que c'est la sécurité des gens qui est en jeu, et ils en ont rien à foutre. Ils préfèrent mettre des amendes à tous ceux qui dépassent les 3,5 tonnes plutôt que de réfléchir 2 secondes, se rendre compte qu'un camping-car, quand il est chargé, que tu as de l'eau, du gaz, du gasoil, tes fringues, ta bouffe, tes plats, tes machins, l'essentiel, le minimum vital pour pouvoir survivre. Un camping-car, c'est quand même fait pour ça, pour pouvoir partir en vacances avec tout le confort. Bah, t'es hors poids. Et même sur un 5,50 m, sur un 6 mètres, alors sur le mien en 7,30 m, t'imagines même pas, hein. C'était forcément, tu peux même pas respecter la loi, c'est pas possible. Quand tu fais 2,9 tonnes à vide, rajoute 2 bouteilles de gaz, rajoute 200 litres de flotte, 70 litres de gasoil, quelques outils, un petit peu de fringues, il n'y a rien. Moi, mon camion, on dirait qu'il est vide, il n'y a presque rien dedans. Pourtant, je dépasse déjà, hein, je suis déjà hors poids. Donc prenez ça en compte, quoi. Quand vous êtes 6 dans un camping-car en VL avec toutes vos affaires, gaz, gasoil, eau, etc., vous serez largement hors poids. Mais bon, ça, généralement, pour être franc, les forces de l'ordre le savent, il y a une grosse tolérance là-dessus, ils savent très bien que les camping-cars, ils sont hors poids, et ils vont pas non plus taper sur les doigts de tout le monde. Il faut faire preuve un petit peu de bon sens, il faut pas abuser, il faut pas trop charger les véhicules, et théoriquement, ça se passe très bien. Moi, j'ai jamais eu aucun contrôle en 30 ans à ce niveau-là. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon, il faut être quand même conscient de ce souci de poids. Bon allez, voilà, j'arrête. J'aurai sûrement plein de choses en plus à dire sur le sujet, sûrement que vous aussi. Et c'est cool. Je pense que ce coup-ci, j'ai pas fait une vidéo trop polémique, donc il n'y aura pas des réactions qui partiront dans tous les sens, et on va essayer de discuter un petit peu de tout ça. Enfin voilà, sur ce, moi je vais remplir mes cuves, je vais essayer de m'occuper de ça pour pouvoir après rejoindre ma guitare. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao!